Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de la montée en puissance des éditeurs SaaS B2B. Alors, ça fait beaucoup d'acronymes. Donc, éditeur, ça, je pense que tout le monde a compris, c'est les logiciels. C'est ce qui fait aujourd'hui que dans le numérique, tout ce qu'on utilise, c'est du logiciel, quand c'est pas du matériel, voilà. Et ça, c'est le fait que c'est dans le cloud, c'est en ligne, donc c'est plus des trucs que vous installez, mais ça, de toute façon, vous avez pu installer un truc depuis je sais plus combien de temps sur votre ordi. Et B2B, c'est que c'est pour les entreprises. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que il y a un événement, la Payfit, qui est une magnifique boîte française qui s'occupe des logiciels de paye, vient de lever 90 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est une boîte qui est en pleine croissance comme ça. Et qu'effectivement, elle démontre en fait que ces fameux logiciels B2B, parce que évidemment, qui fait des payes, c'est les entreprises, hein, c'est pas vous et moi, c'est les entreprises, en tout cas moi, mais en tant que dirigeant de Genspot, pas en tant que particulier, c'est typiquement des entreprises qui ont besoin de ça, et ça, c'est en train de cartonner, et ça se solidifie en France. Et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça fait un moment que ça monte, ça fait un moment d'ailleurs que je voulais justement un petit peu faire une chronique là-dessus, et là, j'ai envie de dire que ça me donne l'occasion de venir là-dessus. Bon. Et alors, je vais vous donner un autre nom de boîte que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lucas. Alors, Lucas, c'est quoi? C'est aussi une boîte dans les RH. Alors, ils s'occupent pas de la paye de la même façon, ils s'occupent plutôt de tout ce qui est processus RH. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Lucas est pour moi, est dans le même domaine que nos amis de Payfit, sauf que c'est un autre modèle. Payfit, 90 millions de dollars d'euros levés, et une boîte qui a 5 ans, c'est une boîte hyper récente. Et Lucas, qui est une boîte qui a plus de 19 ans, je salue, je suis allé vérifier sur Wikipédia pour pas me tromper, mon ami Gilles, qui justement est à la tête de ça, et une boîte magnifique, avec plein de bonnes valeurs, et je vous invite à aller voir d'ailleurs ce qu'ils font, avec plus de 100% de croissance, donc qui cartonnent également. Voilà, c'est deux modèles, sauf que eux, ils n'ont pas levé beaucoup d'argent. Justement, ils prennent plus de temps, mais par contre, c'est une croissance qu'on appellerait bootstrap, qui n'a pas besoin justement d'avoir des levées de fonds de dingue. Mais les deux sont justement en pleine croissance, recrutent à tout va, ont de plus en plus de clients et sont en train de s'imposer au niveau international. Qu'est-ce qui se passe donc? Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est en train de monter en puissance. Si on se rappelle qu'il y a à peine une vingtaine d'années, on considérait que voilà, le logiciel français, c'était à la traîne, c'était toujours moins bien que les Américains. Sauf que là, c'est plus vrai. Aujourd'hui, vous allez voir un logiciel de paye, par exemple, ou un logiciel RH, vous ferez mieux d'aller voir Lucas, Eurecia ou Payfit que un truc de Salesforce, par exemple, de notre ami américain, qui fera moins bien le job. Et oui, voilà. Donc, on a 3 boîtes françaises, par exemple, sur ce domaine-là, qui sont meilleures que nos amis américains. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance? Bon, moi, je dirais d'abord un vrai savoir-faire. Les éditeurs de logiciels, c'est un vrai métier. Et petit à petit, en fait, plus il y a d'éditeurs, plus il y a un savoir-faire. Et de la même façon que dans la Silicon Valley, dès que vous arrivez là-bas, vous êtes connecté avec des gens qui ont le meilleur top niveau. Aujourd'hui, c'est le cas en France. C'est le cas en France avec des capacités justement design, des capacités marketing pour faire du growth hacking, des capacités pour aller justement expliquer sa valeur, des capacités pour remettre des gens ensemble et donc de faire grandir une boîte. Et tout ça, on l'a maintenant et avec des modèles bootstrap ou levée de fonds. Ok. Il y a même la French Touch, moi je trouve intéressant. C'est qu'au fond, on a toujours eu ce petit goût pour les logiciels parce que nous, on aime faire des systèmes complexes. Les logiciels sont des systèmes complexes. Donc les Français, effectivement, on sait faire ça. On n'est pas les seuls en Europe. D'ailleurs, les Européens sont aussi bons là-dessus. On voit bien les Estoniens, on voit bien les gens du Nord. Mais franchement, on a notre carte à jouer. Et puis, on a nos fameux ingénieurs. Les ingénieurs. Mais sauf que, on voit bien, ça nous a pas toujours sauvés. On avait des ingénieurs, mais bon, au final, ce qu'il faut, c'est aussi un équilibre. Il faut des marketeurs, des ingénieurs, des commerciaux, du CSM et que tout ça travaille ensemble et des financiers. C'est ça aussi qui est en train de se passer, moi je trouve, c'est que on ne parle pas que des ingénieurs. Pourtant je suis un ingénieur, donc je pourrais défendre ma paroisse, mais pour moi, un éditeur logiciel, c'est pas une paroisse, justement. C'est un ensemble, c'est un cœur. C'est ça qui fait que c'est puissant. Parce que, justement, c'est comme un groupe de zik pour moi, un éditeur logiciel. Il faut tout le monde, justement, sur le pont pour que ça marche. Donc, ça, c'est le deuxième point. On commence à avoir un arc de cercle RH plus intéressant. Alors après, dans les plus-moins, il y a le côté marché. Le marché, c'est plus parce que la France, c'est quand même la 5 ou 6e puissance mondiale, mais c'est moins parce que, en fait, les Français sont pas des bons acheteurs. Je suis désolé de le dire à nos amis acheteurs. L'État achète pas bien, il achète peu, il achète beaucoup américain, on est très frileux, on prend les nouveautés, mais pas toujours. Bon, on est un peu entre deux, donc on est à la fois avec un beau marché qui nous permet de grandir, mais
pas suffisamment rapide et puissant comme les États-Unis ou inexistant comme Israël pour être obligé d'aller à l'international. Donc on voit bien que on est un peu entre deux eaux. Et donc là, il y aura une question sur l'Europe sans doute pour que ça grandisse. Et donc l'international, ça reste notre faiblesse, et en particulier avec l'Europe. Mais moi, il y a un autre point qui me paraît encore plus criant aujourd'hui. Ok, on travaille de plus en plus sur l'international. PFIT, par exemple, va aller en Europe. Super, donc ça prouve qu'on est en capacité de faire ça de plus en plus. C'est la question des infras. Alors ça, vous allez me dire, ah bah oui, c'est parce que je suis un peu encore obsédé par cette histoire d'OVH, mais oui, parce que derrière cette histoire d'OVH se casse la question des infras. Un éditeur logiciel, il va mettre son soft, il va faire tourner ça sur de l'infra. Or, si on regarde les deux modèles, nos amis de Lucas ou par exemple nos amis de PFIT, bah, toutes les boîtes qui lèvent beaucoup d'argent et qui vont très vite, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont chez les hyperscalers, les fameux trois, hein, Google, Microsoft ou Amazon. Souvent d'ailleurs, tout ce qui est B2C va plutôt chez Amazon, et quand on est plutôt B2B, c'est plutôt Microsoft chez Azure, et Google, d'ailleurs, on ne sait pas toujours où il est. C'est bien pour ça qu'il est à la traîne. Bon. Et là, il y a un problème de fond, c'est que la valeur d'un éditeur, enfin la valeur numérique complète et la valeur de l'éditeur, c'est toute la stack. Or, quand on a des gens qui vont que sur une stack américaine, bah en fait, on n'a que la moitié de la valeur. Et pire que ça, nos amis hyperscalers, bah ils regardent, ils disent « Oh alors, qu'est-ce qui se passe là ?» Et ils voient tout d'un coup, par exemple, « Ah bah ça marche, hein, l'animation de réunion et les whiteboards, vous savez, tout ce qui se passe, voilà. » que font très bien nos amis de Klaxoon, par exemple. Bravo à nos amis rennais de Klaxoon. Ben, qu'est-ce que fait Microsoft? Hop, il sort un truc de whiteboard. Et donc, il sait à l'avance ce qui va marcher, donc il n'a plus qu'à copier. Donc, il y a d'abord un problème économique. On donne toute cette valeur d'infra qui coûte très cher à nos amis, justement, hyperscalers. Et deux, ensuite, en plus, ils peuvent copier pour faire ça. Autre exemple, Doctolib. Doctolib, là, c'est fait, bon, un peu chicané, parce que ses données étaient chez AWS. Bon. La stack Doctolib, c'est 100% du hyperscaler américain. Bah, devinez qu'est-ce que veut faire AWS? Il veut lancer l'équivalent d'un Doctolib américain. Bing, bing. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voyez, nos amis de Doctolib, à un moment donné, ils vont avoir un concurrent qui leur fournit l'infra. Ça va être compliqué. Donc, pour des raisons économiques, pour des raisons industrielles aussi, on a cette question-là qui est au cœur de la prochaine étape de la croissance. On voit bien que toutes les boîtes sont en train de croître, mais la question de l'infra va être clé, c'est-à-dire qu'on est toute la stack pour avoir, comme à la Silicon Valley, un ensemble numérique complet, indépendant européen. C'est pour ça que je me suis beaucoup battu là la semaine dernière là sur ces histoires d'OVH, parce que c'est pas parce qu'ils ont eu un problème sur un data center qui certes est majeur et certes pose des problèmes et certes nous amène à justement réfléchir c'est quoi les infras de demain. Ce qu'il faut pour l'Europe, ce qu'il faut pour nous éditeurs, c'est justement ces infras soient at scale européennes également. Et là, on aura toute la stack et on aura comme par hasard un écosystème vertueux. Parce que plus on fera grandir un OVH, un Scaleway, un Outscale et les autres qui vont arriver, ben plus les éditeurs vont grandir sans prendre le risque d'être attaqués par le côté avec nos amis américains qui sont aussi des compétiteurs. C'est ça que je voulais aussi passer comme message. Oui, il y a une montée en puissance, mais il faudrait pas qu'on touche, vous savez, le fameux plafond de verre parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait la stack complète. Et ça, le marché ne l'a pas encore compris. La preuve, tous les détracteurs qui sont venus me chercher des poux en disant « Mais pourquoi t'es pas sur AWS? Pourquoi t'es pas sur Azure ?» Ben pour les raisons que je viens d'expliquer ici. Oui, on a tous des belles croissances, les Lucas, PFIT, Jamespot et tous mes compétiteurs. Mais demain, la bataille va se faire aussi à travers l'infra et c'est là où il faudra être costaud. Voilà, c'était le point que je voulais faire autour de ce sujet. Et donc, je vous donne rendez-vous d'abord sur le Clubhouse, parce qu'on a de plus en plus de monde là, à 15h30, juste après ce live, pour faire un débrief. Alors, montée en puissance, mais quel rôle de l'infra et plus généralement, quels sont les facteurs de succès des SaaS? Voilà, on va en reparler, on va faire le débrief de mon live. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, attention, c'est pas seulement le live 5 minutes, ce sera le live, l'émission pendant 1 heure. Et on a un sujet, ça va être, je vous le dis, l'intranet no-code. On va dire comment effectivement on peut faire du no-code sur l'intranet pour aller encore plus vite dans notre transformation digitale. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine.